120e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui s'intéresse à l'actualité des sorties en bande dessinée tous les 15 jours. Comme à chaque fois, nous reviendrons sur tous les albums sortis récemment qui font l'actualité et que l'on avait envie de vous présenter dans cet épisode. Dans une première partie, on s'attardera sur le premier tome d'Harlem, un diptyque que l'on doit au talentueux auteur franco-canadien Michael. Si vous voulez en savoir plus sur ce titre, restez pour une troisième partie exclusive où l'auteur répond à nos questions autour de son nouveau projet. Dans la deuxième partie, on vous présentera 6 autres coups de cœur et pour cet épisode, nous reviendrons sur Amalia, le nouvel album d'Odd Pico, sur le premier tome d'une nouvelle série consacrée à Molière, sur Je suis toujours vivant, dans lequel Roberto Saviano se raconte, sur Crushing, un album singulier signé Sophie Burrows, sur le deuxième tome des aventures de Carmela Crime, et enfin sur l'intégrale de Moi, René Tardy, prisonnier du Stalag 2B que l'on doit aux éditions Casterman. Comme à chaque quinzaine, c'est un programme chargé et de qualité que l'on vous propose de découvrir en notre compagnie. C'est encore du côté de New York que nous entraîne l'auteur franco-canadien Michael à travers son nouveau projet qui s'étendra sur 2 albums là aussi, Harlem. C'est que Michael nous a déjà entraînés par le passé dans la ville qui ne dort jamais avec 2 diptyques de qualité que sont Giant, sorti en 2017-2018, et Boot Black, sorti en 2019 et 2020. Après s'être intéressé au sort des travailleurs irlandais et des enfants cireurs de chaussures, Michael remonte vers le nord de la ville, dans le mythique quartier de Harlem, pour nous parler de Stephanie Sinclair. Femme à la peau noire, d'origine martiniquaise, nul n'aurait pu imaginer un jour qu'une telle personne soit à la tête d'une organisation qui mélangeait savamment les activités criminelles et philanthropiques. En effet, dans les années 30, Stephanie Sinclair est devenue un personnage incontournable et son règne s'étend sur Harlem, dont elle est devenue une sorte de figure tutélaire. Si l'album met donc au centre de son histoire un personnage réel, Michael prévient d'entrer le lecteur qu'il mélange dans Harlem la réalité et la fiction, comme en témoigne la présence de Robert Bishop, le journaliste qui suit notre héroïne. Ce dernier va essayer de se rapprocher de celle que l'on surnomme Queenie pour faire un papier sur elle, même si on comprend en avançant dans le récit que ses motivations réelles sont bien différentes. Alors que la prohibition s'est installée depuis une bonne dizaine d'années sur le pays, les mafias new-yorkaises gèrent la vente et la consommation d'alcool ou encore les jeux d'argent. Dans son quartier, Stephanie Sinclair se contente d'avoir la main mise sur ce que l'on appelle la loterie, jeu d'argent pour les couches sociales les moins favorisées qui peuvent miser moins d'$1 avec la douce illusion de devenir riches. À travers cette loterie, Sinclair permet aussi à une population pauvre de toucher du doigt le rêve américain, celui qui permet de sortir de la pauvreté et de devenir quelqu'un. C'est d'ailleurs un itinéraire qu'elle connaît bien, elle que l'on voit arriver au pays de l'oncle Sam, glissant un billet au gardien d'Ellis Island, comme si elle avait déjà compris comment fonctionnait ce territoire nouveau. Les pages qui dessinent le passé de cette héroïne sont nombreuses, dans une teinte bleutée, et elles permettent de découvrir une enfance difficile et plutôt malheureuse sur l'île de la Martinique. Elles permettent de comprendre ce caractère affirmé, cette volonté et ce côté implacable pour un personnage qui est parti de très loin avant de devenir ce que l'on pourrait appeler une personnalité qui compte dans le New York des années 30. C'est que dans ces années-là, on lui donne du madame et on la respecte, sauf du côté de la police, mais pour se faire une telle réputation, Stephanie Sinclair a dû devenir quelqu'un de redoutable, surtout dans un milieu qui ne pardonne pas le moindre faux pas. C'est qu'en 1931, la prohibition touche à sa fin et de nombreux mafieux vont devoir élargir leur champ d'action, comme le Hollandais Dutch Schultz qui lorgne sur le quartier et sur la loterie qu'a mis en place Stephanie Sinclair. Ce dernier n'hésite pas à essayer d'investir Harlem avec ses hommes, provoquant de nombreux incidents et règlements de compte entre ces bandes rivales. C'est donc une plongée dans un quartier à majorité noire et pauvre, dans un univers, celui des mafias des années 30, et dans la vie d'une femme à la destinée singulière, Stephanie Sinclair, que nous propose un Michael qui déploie une fois encore tout son talent d'un point de vue scénaristique
comme pour ce qui concerne le dessin. On y retrouve son style semi-réaliste et expressionniste, où les attitudes et les regards en disent bien plus que les paroles, comme le suggère la couverture qui ne manquera pas d'attirer votre attention en librairie. Elle reprend ce qui fait la personnalité de son héroïne, ce regard à la fois provocateur et dédaigneux qu'elle semble jeter sur nous au-dessus de son épaule. Sa patte graphique s'affirme aussi avec le choix des couleurs qu'il fait ici. Si les scènes qui nous plongent dans le passé sont bleutées, les années 30 s'étendent dans un camailleux de marron et de sépia, traduisant bien l'ambiance de ces années-là et de ce quartier haut en couleurs. Il reprend aussi cette patte graphique que l'on avait déjà beaucoup aimée sur ses 2 projets précédents qui nous entraînaient déjà à New York, Giant et Boot Black. Celui qui aime parler des inégalités dans ses albums, qui aime aussi faire de New York cette ville de tous les possibles et qui évite tout manichéisme dans ses histoires, nous offre encore un superbe diptyque dont on attend maintenant la suite avec grande impatience. Pour rappel, Harlem de Michael se déploiera donc en 2 parties et comme toujours, c'est Dargo qui édite l'ensemble, dont le 2e album est attendu pour 2023. À noter enfin que si vous voulez en savoir un peu plus sur cet album et sur son auteur, on vous propose une 3e partie dans ce podcast où Michael a eu la gentillesse de répondre à mes questions une semaine avant la sortie de son album. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. Commençons cette revue des sorties par un autre titre qui nous vient de la maison d'Argo avec Amalia, album que l'on doit à la talentueuse Aude Picot. C'est encore une fois une loupe posée sur les travers du quotidien que nous propose cette autrice qui n'a pas son pareil pour nous faire pénétrer la vie ordinaire de ses personnages. Il faut dire que son talent réside toujours dans l'angle qu'elle donne à ses histoires et sur le regard tendre, pertinent et décalé qu'elle pose sur nos existences quotidiennes. Dans Amalia, elle déploie sur 145 pages une véritable aventure dont le personnage central, qui donne le nom à cet album, va être confronté à de nombreuses difficultés dans son existence. Amalia vit avec Karim dans ce que l'on appelle une famille recomposée, puisque ce dernier a une fille, Nora, jeune adolescente, et qu'ensemble, ils ont un 2e enfant, la jeune Lily. Les 2 ont un travail qui les épuise et qui, pour l'un comme pour l'autre, semble les épanouir sans qu'ils se rendent compte qu'en fait, il les vampirise. Ajoutez à cela la petite Lily, difficile à gérer au quotidien, et Nora, centrée sur ses envies de devenir une influenceuse beauté, et vous comprendrez que cette famille n'est pas un véritable îlot de repos pour la maman débordée. Il faut dire qu'Amalia a décidé de tout mener de front, travail, famille et épanouissement personnel, et force est de constater qu'elle arrive au bout du rouleau. Ce phénomène bien connu, le burn-out, est ce qui va servir de point de départ pour essayer de se réinventer et de donner à sa famille un nouveau souffle afin que tout le monde sorte la tête de l'eau. Histoire ordinaire d'une famille de la classe moyenne, Amalia est un album vraiment intéressant où chacun d'entre nous pourra se reconnaître au détour d'une page ou d'une situation. La douceur du trait d'Aude Picot et son choix de couleurs ne rendent pas cet album étouffant en dépit du sujet un peu dur qui est développé en son sein. C'est aussi le talent de cette autrice, garder un discours positif en toute situation, même quand les événements sont défavorables, et c'est encore le cas dans ce nouveau venu. Amalia fait partie de ces jolies surprises que l'on trouve parfois en librairie, un album qui fonctionne comme un miroir où l'on peut y contempler notre époque et nos travers. Mais au milieu du chaos, avec ses personnages aux bouilles un peu rondes, ses couleurs douces et son discours positif, Amalia est un titre tout en nuances qui sait captiver le lecteur de la première à la dernière page. Si je vous dis l'école des femmes, vous allez immédiatement penser à Molière et vous aurez entièrement raison. Voilà pourquoi le premier tome d'une série qui en comptera 3 s'appelle À l'école des femmes. Ce triptyque s'intitule sobrement Molière et comme son nom l'indique, il a pour but de nous faire découvrir plus en détail le dramaturge sans pour autant apparaître comme une biographie qui irait de l'enfance jusqu'à la mort. De sa mort prochaine, il en est d'ailleurs question dans les premières pages de ce tome qui nous montre un Jean-Baptiste Poquelin au plus mal, le visage dégoulinant de sang qui lui sort de la bouche. Alors que l'on court dans tout Paris pour lui trouver un prêtre qui accepterait de lui donner l'extrême-onction, afin d'avoir des funérailles dignes de ce nom, l'histoire remonte le temps pour revenir 12 ans plus tôt.
C'est un Molière plutôt mufle avec les femmes qui se laissent voir, lui qui est en train de quitter Madeleine Béjart pour vivre sa liaison au grand jour avec Armande, sa petite sœur, que l'on a longtemps pris pour la fille de l'homme de théâtre et de Madeleine. Dans le tourbillon dans lequel il est pris, Molière a besoin de l'appui des Béjart pour que puisse continuer de vivre sa troupe qui se produit alors dans la pièce qui donne le nom à cet album, L'École des femmes. Enjoint dans le même temps par le roi en personne, qui compte donner une grande cérémonie en l'honneur des deux reines, d'écrire une pièce à cette occasion, Molière doit jongler entre un pouvoir qui le surveille de près et son habituelle irrévérence envers les puissants, à commencer par les religieux. C'est le Tartuffe que l'on voit s'amorcer dans cet album, au rythme très dynamique, à l'écriture moderne qui ne fait pas l'impasse sur quelques extraits des plus grands textes du dramaturge. C'est un Vincent Delmas que l'on doit ce scénario, pendant que Sergio Gerassi met tout cela en dessin dans un style semi-réaliste qui colle au plus près de son héros. Cette courte série est donc l'occasion de s'interroger sur le rapport de Molière avec les femmes, mais aussi avec le pouvoir ou la religion, à une époque de sa vie où sa carrière est déjà bien lancée. En 2022, on fête les 400 ans de cet auteur de génie, devenu intemporel comme le rappelle cette série, une série que l'on retrouve d'ailleurs aux éditions Glénat et dont le premier tome est déjà disponible en librairie. Si la ville est clairement un lieu où les rencontres sont rendues possibles par le nombre de personnes qui les habitent, c'est aussi le lieu de l'extrême solitude, comme nous le raconte l'album Crushing. C'est à une autrice anglaise, Sophie Burrows, que l'on doit ce superbe titre au format moyen qu'édite la maison Gallimard. Si Alice Marchand assure la traduction de cet album, il est à noter que nous avons là une bande dessinée quasiment muette qui se déguste avec les yeux plus qu'elle ne se lit. Au centre de cette histoire, deux personnages, un homme et une femme, qui vivent chacun de leur côté une période de solitude. Elle, avec son manteau rouge, souhaite à tout prix rompre cette solitude et n'hésite pas, par exemple, à s'inscrire sur des applications de rencontres du style Tinder. On la devine romantique et à rien fleur bleue, à 100 lieues d'être attirée par la réception de messages ponctués par un emoji d'une aubergine qui en dit long sur les intentions de son propriétaire. Ne voulant pas se laisser aller, on la voit faire un peu de sport, sortir, danser et profiter de la vie en attendant qu'un bel inconnu vienne à sa rencontre. Ce bel inconnu pourrait d'ailleurs être ce mystérieux jeune homme rencontré au fast-food du coin, lui dont les cheveux roux en bataille et les traits fins laissent deviner une certaine douceur. Lui aussi est seul d'ailleurs, plus solitaire, un peu rêveur et un rien maladroit. On le suit en alternance avec la jeune femme en train de travailler, un petit boulot peu gratifiant, au café ou encore sur son vélo avant qu'un accident ne vienne perturber son quotidien. Avec beaucoup de sensibilité et de justesse, Sophie Burrows déploie ces deux personnages dans une ville qui tantôt les rapproche et à d'autres moments les sépare. Ces deux solitudes se cherchent et nous les suivons au long des 160 pages de ce titre, dont le thème est servi par un magnifique dessin délicat réalisé avec une palette de couleurs où le rouge vient se mêler au bleu. À travers cet album, l'autrice nous rappelle aussi que l'amour est un langage universel et qu'il n'y a nul besoin de mots pour comprendre ce qui se joue entre deux êtres humains. Voilà un album surprenant et touchant que l'on a pris beaucoup de plaisir à découvrir et que l'on vous recommande plus que chaudement cette quinzaine. C'est dans la cité phocéenne, dans le sud de la France, que nous entraîne notre coup de cœur suivant, le second tome de la série Carmela Crime, baptisée Neige écarlate. Effectivement, aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est sous un manteau de neige qu'est plongée la ville de Marseille, théâtre des aventures de notre enquêtrice, que l'on avait découvert en 2020 avec Ramdam Blues, premier tome de cette série. Jeune et indépendante, Carmela Crime était une inspectrice de police qui était promise à un brillant avenir jusqu'à ce qu'elle accepte de porter le chapeau dans une affaire qui a mal tourné. C'est donc tout naturellement qu'elle a conservé ses réflexes de flic alors même qu'elle est devenue enquêtrice et qu'une nouvelle affaire l'attend dans ce second volet. C'est d'ailleurs bien malgré elle qu'elle va se retrouver mêlée à une histoire de vol d'un gang qui va profiter de la ville paralysée par la neige pour mettre à exécution un plan plutôt judicieux. En effet, conscient que la police mettra un petit moment à intervenir, le gang décide de voler les œuvres d'art qui se trouvent chez un collectionneur d'un chic appartement marseillais.
Mais là où se situe l'originalité, c'est que le gang va utiliser une armada de drones pour ramener les œuvres jusqu'à un bateau qui leur permettra de quitter la cité phocéenne plus rapidement. Heureusement, tombée par hasard sur les malfaiteurs, notre enquêtrice intrépide va se mettre sur les talons des bandits et leur faire passer un sale quart d'heure. Comme pour le premier tome, le scénario se veut simple à comprendre, mais se montre d'une redoutable efficacité, même si la fin nous laisse un peu dubitatif. C'est d'ailleurs au très prolifique et très inspiré Lewis Trondheim que nous devons ce scénario mis en dessin par un Frank Biancarelli qui apporte personnalité et caractère à nos personnages. Avec son trait semi-réaliste, son découpage dynamique et cette plongée plus vraie que nature dans la cité marseillaise, Carmela Crime est une série qui finit d'emporter le morceau. On regrette presque d'arriver trop rapidement au bout des 48 pages que dure cette seconde aventure, et l'on attend maintenant avec grande impatience le 3e tome qui s'intitulera Mademoiselle Green. Série très intéressante, éditée chez Le Lombard dans la collection 3e vague, Carmela Crime est en train de s'installer dans le panorama de la bande dessinée française comme un incontournable du genre policier. Je suis toujours vivant, voilà une phrase que répète à plusieurs reprises Roberto Saviano dans un album qui porte ce titre et que coéditent Stenkis et Gallimard. Roberto Saviano, vous le connaissez certainement car son ouvrage Gomorrah, sorti en 2007, a été un véritable phénomène de librairie et a marqué le début des ennuis pour son auteur. Dans cet ouvrage, qu'il présente comme une fiction, mais largement inspiré de la réalité, il y dépeint l'univers des mafias italiennes et de leur impact dans le quotidien des habitants qui doivent les subir. Adapté au cinéma, en série, cet ouvrage est devenu une véritable épine dans le pied des chefs mafieux qui voient d'un très mauvais œil l'étalage de leurs combines au grand jour. Depuis, Saviano est devenu une cible à abattre et bénéficie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 d'une protection policière en plus de changer régulièrement de lieu de résidence. C'est ce quotidien qui nous est raconté ici dans cet album où Saviano nous livre ses pensées, ses impressions, son ressenti et les difficultés de mener cette existence depuis près de 15 ans. C'est l'auteur israélien Assaf Hanouka qui recueille ici les confessions du romancier italien et qui le met en image dans un album qui fait 144 pages. Si son dessin est parfois un peu statique, c'est aussi pour mieux représenter la vie d'un Saviano qui ne manque pas de projet en dépit d'une existence où il a appuyé comme sur pause depuis 15 ans. Cette bande dessinée permet aussi de toucher à l'intime d'une vie de fugitif, vie qu'il s'empêche de partager avec quelqu'un car il a bien conscience de la difficulté et des risques que cela pourrait représenter. C'est avec une certaine franchise et beaucoup d'émotion qu'il livre au lecteur ses pensées profondes, lui qui se sent tantôt prisonnier et d'autres fois exilé, mais rarement, pour ne pas dire jamais, entouré des siens. On pense ici à son frère, au souvenir des parties de Subbuteo, ce jeu de football miniature qui se pratique sur table, qu'il partageait avec lui dans son enfance et qui ouvre l'album. Car c'est aussi ça la vie de Saviano, une vie où la légèreté s'est envolée, une vie où on lui reproche d'être encore en vie et de faire le buzz autour des supposées menaces qu'il reçoit. Chapitré, mélangeant les couleurs et les périodes, Je suis toujours vivant est une plongée instructive et passionnante aux côtés d'un des hommes les plus recherchés par la mafia napolitaine. Je suis toujours vivant est aussi un témoignage fort, un récit rendu captivant par une narration intelligente et par son sujet, Roberto Saviano, dont les pensées profondes sont riches d'enseignements. Terminons, comme ce sera le cas chaque quinzaine, par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir, ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. C'est sur le front de la guerre 39-45 que nous a proposé de poser un regard Jacques Tardy, immense auteur qui propose de raconter les tourments qu'a connus son père René dans une trilogie réunie en un seul album. C'est à Casterman que l'on doit la sortie de cette intégrale qui regroupe donc les 3 tomes de la série Moi, René Tardy, prisonnier du Stalag 2B. De sa capture en 1940 jusqu'à son retour au sein de sa famille en 1945, c'est 5 années de la vie de son père que tente de balayer ici un Jacques Tardy qui rend hommage au passage à tous les prisonniers de guerre. Il a fallu pas moins de 480 pages pour raconter cette histoire que le père de l'auteur a consignée sur des cahiers et que ce dernier a mis en dessin dans ce triptyque sorti originellement entre 2012 et 2018.
Avec beaucoup de réalisme, Jacques Tardy, qui se dessine enfant suivant les traces de son père sur les lieux de combat ou de détention, revient sur les différentes épreuves qui auront touché le paternel entre 1939 et 1945. Ce dernier s'était engagé dans l'armée pour y conduire des chars au milieu des années 30, au moment où l'Europe sentait qu'une nouvelle guerre contre les Allemands était plus que possible. Puis vint le temps de la débâcle et d'un long séjour au Stalag 2B où brimades quotidiennes et privations en tout genre rythment la vie infernale du soldat prisonnier. Le déplacement d'un camp à l'autre, alors que les Russes sont sur les talons des Allemands, ne s'avère pas une expérience plus joyeuse, bien que la défaite allemande, de plus en plus probable, sonne comme un motif d'espoir pour les prisonniers. La grande force de Tardy est de nous faire plonger dans cette vie quotidienne, à la fois tellement monotone et si difficile, que cet album en devient un indispensable pour toucher du doigt les conditions de vie des prisonniers. D'ailleurs, Jacques Tardy ne s'arrête pas là, puisque la dernière partie de l'album est consacrée au retour en France et à la reprise d'une vie quotidienne normale, alors que l'on a subi cette épreuve pendant 5 années de sa vie. Plus que la description de l'enfer qu'a connu son père, cette intégrale permet aussi de réfléchir au sort des prisonniers de guerre et à leur difficile réinsertion dans une vie normale après avoir subi un tel traumatisme. Passionnante de bout en bout, cette intégrale qui est éditée chez Casterman permet aussi de retrouver avec plaisir le dessin si original d'un Jacques Tardy qui raconte ici une histoire qui le touche profondément. En parlant de famille, il est à noter d'ailleurs que c'est sa fille Rachel Tardy qui rehausse avec ses couleurs un album majoritairement voulu en noir et blanc. Au final, nous avons là un monument de la bande dessinée contemporaine, en plus d'un bel hommage que rend un fils à destination de son père, un album disponible en librairie depuis le 26 janvier dernier. Exceptionnellement, ce 120e épisode comporte une troisième partie puisque nous avons eu la chance de nous entretenir avec Michael une semaine avant la sortie de son nouvel album Harlem. Dans une interview qui dure 25 minutes environ, il nous parle de son travail sur ce nouveau projet et sur ce qui l'a amené à s'intéresser à Stéphanie Sinclair. Comment on se sent justement à une semaine de la sortie d'un projet sur lequel on a travaillé comme ça un petit moment et qu'on va enfin pouvoir présenter aux lecteurs? Avec beaucoup d'impatience toujours en fait. C'est quelque chose que j'ai commencé de travailler, c'est une histoire sur laquelle j'ai commencé de travailler en 2018 alors que je terminais les planches du tome 2 de Giant et que j'avais bouclé mon scénario de Boot Black. Donc, j'ai commencé à travailler en 2018, j'ai écrit le scénario en 2019, et là, l'album sort en janvier 2022, donc effectivement, il est prêt depuis cet été en plus. Oui, je suis assez impatient que les lecteurs puissent le découvrir, et tout le monde autour du milieu de la bande dessinée, les libraires, les journalistes. Malheureusement, le contexte sanitaire fait que je peux pas me déplacer, tout était annulé, je peux pas me déplacer en Europe pour venir défendre mon livre, venir à la rencontre des libraires et des lecteurs et des lectrices. Donc, je suis à la fois impatient et à la fois un petit peu déçu, puisque c'est pas la première fois que depuis le début de la pandémie que j'ai des événements qui s'annulent. Je devais lancer Giant en anglais à New York au Rockefeller Center en avril 2020. C'était annulé. Le deuxième tome de Boot Black est sorti en plein pic de deuxième ou troisième vague. Je sais même plus à quelle vague on était rendu. Et puis là, on a repoussé la sortie du livre en se disant Angoulême 2022, ça va être bon. Et puis en fait, non. Donc bref, petite déception de ce côté-là, mais bon, en même temps, c'est reculer pour mieux sauter. On va dire que d'ici le printemps, j'espère que ça s'améliorera puis que je puisse venir enfin rencontrer tout le monde en Europe, parce que ça me manque. Oui, c'est tout ce qu'on vous souhaite et c'est en même temps tout ce qu'on se souhaite à nous tous, hein, parce qu'effectivement, ça commence à être un peu casse-pied de voir tous ces événements soit annulés, soit repoussés. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez cette tendance à aller voir un petit peu sur les réseaux sociaux, par exemple, ce qui se dit sur les albums que vous sortez? Vous essayez d'être hermétique un peu à tout ça? Au début, avec Giant, je suivais ça au jour le jour, d'heure en heure, voir sur les forums. Et puis, j'ai appris à me détacher un peu de tout ça parce que
pour 10 bonnes critiques, eh ben, il y en a une mauvaise. Et puis, moi, je suis très sensible à ça. Et puis, je mets des jours à m'en remettre, alors que ça reste un avis et c'est des histoires sur lesquelles on travaille, comme je disais, depuis plusieurs années. Et puis, c'est vrai, après, se faire dire que c'était fait à la va-vite ou des choses comme ça, bah, ça fait un petit peu, ça fait toujours un petit peu mal. Donc là, j'essaye maintenant de plus me protéger de ça. Les attachés de presse chez Dargo m'envoient des chroniques qui tombent comme ça, des articles à lire, donc je les survole, mais j'essaie de m'en détacher maintenant de plus en plus, des bonnes comme des mauvaises critiques aussi. Hein, donc, je préfère avoir l'avis des lecteurs quand je les rencontre en séance de dédicace et des libraires ou des journalistes quand je les rencontre comme ça, qu'on discute hors micro. Mais pour ce qui est de la presse écrite ou des forums, les forums en tout cas, j'y vais plus du tout, ça c'est sûr. Et puis sinon les articles, voilà, j'essaie de regarder ça d'un œil un petit peu distant pour pas que ça m'affecte trop, quoi, en fait. D'accord. Donc, en fait, un petit peu de sagesse, on va dire, de se tenir éloigné de tout ça pour justement pas être trop affecté, en fait. Ben, c'est ça. Avant Giant, Giant, c'était pourtant ma 19e BD, dont la 12e que je faisais scénario des 5 couleurs. Mais c'était des bandes dessinées dont personne parlait, même si bien que j'avais fait quelque chose chez Glénat avant. Ça passait totalement en dessous du radar. Donc, je n'étais pas habitué, moi, à cette confrontation-là d'avoir de la presse, que les gens parlent de mes ouvrages, de mes livres. Donc, à partir de Giant, ça m'a fait bizarre parce que bah, tout a changé. Et c'est pour ça qu'effectivement, peut-être un peu de sagesse, j'apprends d'un album après l'autre, j'apprends comme ça à gérer cette exposition médiatique toute relative, on s'entend. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, est-ce que l'album sort en même temps? Donc, je tiens à préciser aux personnes qui nous écoutent donc, que vous êtes au Canada, dans la région de Québec, c'est bien ça? C'est ça, dans la ville de Québec, province de Québec, côte est canadienne. Ok. Et donc, est-ce que l'album sort en même temps de l'autre côté de l'Atlantique, d'ailleurs? Non, il y a toujours un décalage d'environ un mois. Là, je n'ai pas encore la date de sortie exacte ici, mais ça sera probablement fin février, début mars. D'accord. Et alors justement, moi je voulais revenir sur cette nouvelle, donc ce nouveau diptyque, hein, puisqu'il y aura encore 2 épisodes. Et comment vous avez eu l'idée justement de parler de ce personnage de Stéphanie Sinclair? Quel a été le point de départ de cette histoire? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à ce personnage? Déjà, je voulais faire ma 3e histoire, je voulais la situer dans le quartier de Harlem, après avoir exploré le Lower East Side et le Downtown avec Giant et Boot Black. Toujours parler du milieu immigrant. Et à Harlem, il se passait depuis la fin 19e et début 20e, jusque dans les années 20-30, ce qu'on appelait la Grande Migration. C'était une immigration interne au pays, aux USA, où beaucoup d'Afro-Américains quittaient les États du Sud ségrégationnistes pour tenter de trouver une vie meilleure au nord, à Chicago, Philadelphie ou New York. Et en fait, à New York, ils se retrouvaient ghettoisés à Harlem avec le reste de la communauté, et ce qui créait des conflits, puisque à Harlem, on avait déjà une élite afro-américaine, une élite littéraire, une élite artistique et culturelle, et qui était confrontée à ces gens qui souvent souffraient d'illettrisme et qui prenaient des emplois subalternes, les seuls emplois que les Blancs voulaient bien leur laisser, alors qu'une élite afro-américaine, elle, se battait pour l'égalité des droits civiques et dans tous les domaines de la sphère sociale. Et je voulais parler de ça, en fait. Et puis, dans mes recherches, en me documentant sur Harlem, je suis tombé sur la loterie clandestine, tout d'abord, et que je connaissais absolument pas. Et j'ai trouvé, parce que c'est pas très connu, l'existence de cette loterie clandestine, et qui était tenue par la pègre afro-américaine. La mafia blanche, elle, tenait les bars et la distribution et la fabrication d'alcool pendant cette période de prohibition, et elle laissait la loterie clandestine à la pègre afro-américaine.
c'est Casper Hofstein qui a créé cette loterie-là. Et je suis très vite tombé sur le personnage de Stéphanie Sinclair qui s'est fait dans les années 20 un empire de tout ça et qui, dans les années 30, a dû combattre face à la mafia blanche qui voulait récupérer son business puisque l'alcool devenant de nouveau légal. La mafia blanche cherchait à se réorienter, à réorienter ses activités. Et donc, je suis tombé sur d'abord la loterie, puis le personnage de Stéphanie Sinclair. Et puis, c'est un personnage plus grand que nature, oublié de l'histoire. Et je voulais un personnage féminin fort dans mon histoire, puisque mes personnages féminins forts dans Giant et Bull Black sont plutôt secondaires. Mais là, je voulais vraiment mettre la lumière sur un personnage féminin fort. Et avec comme thème sous-jacent le rapport de domination-soumission. Et puis, en fait, la découverte de ce personnage-là, j'avais tout sous la main pour remplir les cases de l'histoire que je voulais raconter. Donc, c'est pas un documentaire sur sa vie à elle, c'est une fiction inspirée de faits réels, on s'entend. Il y a des personnages réels, il y a des événements réels, mais tout ça, c'est mixé avec des personnages et des événements fictifs. Et voilà comment j'en suis arrivé là. Mais moi, ce que je présente, c'est juste une petite partie de sa vie, mais du début à la fin, sa vie sa vie sa vie publique a été incroyable. C'est une femme, vraiment extraordinaire, bien qu'elle ait baigné dans un milieu illicite, on s'entend. Oui, parce que c'est justement une question que j'allais vous poser. Est-ce que c'est pas compliqué de flirter, on va dire, entre une certaine sympathie qu'on peut avoir pour le personnage et en même temps se souvenir qu'elle est quand même à la tête d'une mafia? Oui, c'est ça. Et puis elle a commandité des assassinats. Elle a elle-même émasculé en pleine rue chef de gang irlandais qu'il avait pris sous son aile tout au début de son arrivée à New York. Elle a planté une fourchette dans l'œil d'un de ses amants et complices dans les années 20 alors qu'elle faisait le trafic d'un médicament qui contenait de l'alcool, le Jamaica Ginger. Et puis ensuite, avec la loterie clandestine, ça reste quand même une activité illicite, dans le sens où c'était quelque chose qui était contrôlé uniquement par la mafia et qui passait pas du tout par les pouvoirs publics de la ville ou de l'État de New York. Donc, effectivement, il y a un petit côté comme ça, gangster, mais pour moi, la mafia est une des personnifications du rêve américain, en fait. C'est-à-dire que ce sont des gens immigrants, la plupart du temps, qui viennent sans le sou, qui débarquent sans le sou à New York et qui, petit à petit, se font un empire financier, d'influence, où les politiciens leur mangent dans la main. Et c'est quelque part, c'est une réussite, c'est le rêve américain. Et dans mes histoires, je montre aussi que ce rêve américain a toujours un petit côté sale, il y a toujours le revers de la médaille qui fait qu'on peut réussir aux États-Unis, mais souvent c'est en salissant un petit peu les mains quand même, plus ou moins de façon importante selon les histoires, les personnes, mais il y a toujours ce petit côté un peu sale que je veux mettre un peu en évidence, mais ça reste quand même une personne une immigrante, une femme afro-caribéenne qui s'est fait un empire aux États-Unis. Et c'est ce que je dis dans mon histoire. Elle est le pendant de Joséphine Baker, qui, elle, a réussi en France, que Stéphanie Sinclair a réussi à New York. Même si l'histoire a oublié Stéphanie Sinclair et heureusement n'a pas oublié Joséphine Baker. Même si c'est un personnage qui a l'air quand même de retrouver un peu de lumière. Et puis, votre album va justement permettre de remettre aussi sur le devant de la scène ce personnage et du coup d'attirer aussi l'attention sur elle. Oui, c'est ce qui est formidable, c'est quand j'ai découvert ce personnage-là, j'ai essayé tout de suite de chercher ce qui avait été écrit sur elle. Et effectivement, je suis tombé sur deux biographies, une écrite en 2014 par Shirley Stewart, The World of Stephanie Sinclair, et l'autre en français par Raphaël Confiant, Madame Sinclair, reine de Harlem. Et donc, Raphaël Confiant a écrit sa biographie en 2015. Donc, ils ont essayé de dresser le portrait en faisant plus ou moins de recherches aussi, le portrait de la vie de cette femme à travers un roman. Parce qu'on a très peu de vrais écrits et de vrais témoignages sur sa vie, donc c'est pas évident de remettre tous les bouts. Et puis je sais qu'effectivement, j'ai appris moi cet été en juin là
l'existence de la sortie pour la rentrée, enfin, il y a quelques mois de cela, d'un autre album sur aussi Stéphanie Sinclair. Donc, c'est dans l'air du temps de remettre un petit peu des personnages comme ça forts, oubliés de l'histoire, de les remettre sur la map, de les remettre au grand jour. Donc, moi, je suis très content de participer à tout ça, de mettre ma petite pierre à cet édifice pour refaire connaître ce personnage de Stéphanie Sinclair. D'accord. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je trouve que la couverture correspond bien à ce que vous nous disiez sur le personnage, c'est-à-dire à la fois elle a un côté séductrice et en même temps on la sent très dangereuse avec ce regard qu'elle dirige vers le lecteur au-dessus de son épaule. Oui, ben c'est quelqu'un qui, bon, apparemment, aimait les belles tenues. Elle jouait sur l'ambiguïté d'être parisienne ou pas. Les gens la prenaient pour une parisienne parce qu'en plus, elle avait un accent français à couper au couteau. Donc, elle allait s'habiller dans les plus belles boutiques de la 5e avenue. Donc, elle avait quand même cette espèce de classe française qui détonnait à New York. Et puis en même temps, effectivement, elle devait, pour pouvoir exister, ben, elle devait tenir sa business, son commerce illicite, ses affaires de main de maître, sans rien laisser passer parce que c'est une femme, donc parce qu'elle est afro-américaine. Elle doit se battre contre des hommes blancs. En plus, elle est immigrante. Donc, tout ça fait que sa vie est un combat permanent et elle s'est créée ce personnage un petit peu intransigeant, froid de Stéphanie Sinclair. Et moi, j'ai essayé de lui donner de l'humanité dans mon histoire en montrant que cette carapace, cette armure qu'elle s'est créée, elle se l'est créée depuis la Martinique où on comprend un petit peu sa vie en flashback. On en saura plus encore dans le tome 2. Mais d'où vient ce fameux nom froid et glacial qu'elle dit toujours lorsqu'on lui propose des choses. Et ça peut, cette carapace, ce côté un peu borné du nom qu'elle dit toujours et souvent, fait que ça peut lui jouer des tours aussi. Mais c'est nécessaire pour elle d'être intransigeante parce que sinon elle va se faire manger par les autres. Oui, parce que, comme vous le disiez, d'abord, elle est une femme dans un monde d'hommes. Ensuite, en plus, elle est dans le milieu des mafias. Et à New York, à cette époque, ça n'en manque pas. Et d'ailleurs, on voit effectivement le personnage de Dutch Schultz, c'est ça, qui essaye de marcher sur ses plates-bandes. Et effectivement, si elle ne fait pas preuve elle-même d'une certaine rigueur et d'une certaine froideur, il y a de forts risques pour que son business disparaisse, voire même qu'elle-même disparaisse, parce qu'on sent bien qu'il y en a quand même quelques-uns qui voudraient bien lui faire la peau. Oui, c'est ça. Puis d'autres, Dutch Schultz, lui, veut mettre la main sur l'ensemble de la loterie clandestine à Harlem. Donc, il fait peur aux autres parce qu'il y avait plusieurs loteries à Harlem. Elle avait la loterie qui la plus grande sur un plus grand territoire. Mais d'autres, on les appelait les banquiers, ceux qui étaient à la tête des loteries. D'autres banquiers cèdent leur place à Dutch Schultz ou se rangent à ses côtés parce qu'il fait plus peur et il est plus puissant que les autres. Mais elle ne cède rien du tout. D'accord. Et au niveau du dessin, quels ont été les partis pris que vous avez fait pour cet album? Alors, par exemple, pour les personnes qui ne l'ont pas encore lu, il y a un jeu de retour dans le passé de la vie de Stéphanie Sinclair qui est d'une couleur différente et qui permet comme ça, voilà, de bien différencier les périodes historiques entre le passé de Stéphanie Sinclair et le présent. Donc on est dans les années 30, au début des années 30. Quels sont les partis pris graphiques que vous avez fait pour cet album au niveau des couleurs, au niveau du dessin? Est-ce que vous avez essayé de faire évoluer, par exemple, votre trait par rapport aux albums précédents ou chercher d'autres mises en couleur? Ce qui est les scènes en dehors des scènes de flashback restent dans la continuité de Giant et Boot Black. Alors forcément, mon trait évolue parce que plus je dessine, plus j'espère je m'améliore. J'ai voulu aussi pousser plus mes noirs, par exemple, tous mes aplats de noir. J'ai voulu créer plus d'ombrage et plus c'est une histoire encore plus sombre par certains côtés, même si Boot Black était déjà bien sombre. Mais j'ai poussé, c'est ça, mes aplats de noir, ma maîtrise du noir et des espaces négatifs aussi, du vide, de tout ce qui n'est pas dessiné.
J'espère m'être amélioré là-dessus. Puis c'est là-dessus que j'ai poussé aussi. Puis aussi au niveau des designs des personnages afro-américains que je n'avais pas l'habitude de dessiner. Donc j'ai essayé vraiment d'apprendre à rendre hommage, à leur rendre hommage. En fonction de tous les métissages qu'il y a pu avoir avec l'histoire. Et puis, au niveau de la mise en couleur, on reste dans la continuité de Giant et Boot Black aussi, hein, donc, puisque c'est un cycle new-yorkais que j'essaye de faire, enfin que j'ai établi en fait depuis Giant et Boot Black. Donc il faut qu'on ait graphiquement une continuité. Et puis, au niveau des flashbacks, effectivement, très vite, s'est imposé des séances de flashbacks pour donner des informations au lecteur que n'ont pas les personnages de l'histoire, mais pour lui donner des informations sur comment elle est arrivée là, d'où elle vient. J'aurais pu m'en passer, mais ça lui donne beaucoup plus de profondeur et ça explique, ce qui explique surtout cette carapace qu'elle s'est construite, pourquoi elle en est arrivée là. Et ces scènes de flashback, j'ai dû créer une rupture parce que je les explique pas. Je mets pas de récitatif pour dire où ça se passe, à quelle époque ça se passe. Donc graphiquement, il faut que le lecteur comprenne qu'il y a une rupture, qu'on est ailleurs. Et donc là, j'ai choisi un monochrome de bleu avec des touches jaunes. Au début, c'était que le monochrome de bleu, mais je voulais pointer certains éléments puisqu'en plus, c'est des scènes de flashback muets. Donc sans bulle, donc pour ralentir la lecture et mettre l'emphase sur quelques points importants pour que le lecteur, c'est ça, voit bien ce que je veux un peu raconter quand même dans ces scènes de flashback. J'ai mis quelques taches jaunes, des éléments, c'est ça, colorés en jaune. J'ai enlevé aussi le contour des cases noires pour des contours de cases blancs, pour diluer un petit peu ça dans le temps en fait. Et puis le choix d'enlever les dialogues, là, c'est que, de toute façon, le dialogue, c'est un outil narratif au même sens que la couleur, que le style graphique, que le cadrage, que l'éclairage et que le jeu d'acteur. Donc, en fait, le dialogue, on peut s'en passer. Et là, j'ai voulu m'en passer pour vraiment créer quelque chose qui laisse la place aussi au lecteur de se raconter sa propre histoire, même si moi j'ai un canevas que je vous raconte dans ces scènes de flashback qui sont souvent des doubles pages muettes. Il n'y a qu'au début où on a juste une seule page en opposition avec une page du récit principal. Mais le fait d'avoir une histoire muette permet au lecteur de plus s'imprégner de l'histoire, de continuer à se raconter, de boucher des trous que je laisse exprès pour que le lecteur soit plus impliqué dans l'histoire. D'accord. Et d'ailleurs, vous l'avez rappelé, donc Harlem, comme Giant et comme Boot Black, se déroule à New York. Finalement, on peut se demander, est-ce que c'est pas New York le personnage principal de vos récits? C'est tout à fait ça, en fait. C'est vraiment New York. Tout comme Harlem, c'est avant tout le quartier le personnage principal. Je vous propose, en fait, mon histoire propose un voyage dans le temps dans le Harlem de 1931. Mais ça reste le personnage principal et on y découvre la vie à cette époque-là, la vie un petit peu dans les cabarets, la vie dans la rue, la vie avec la loterie clandestine, avec ce qui se passait autour de ce business illicite. Mais le personnage principal reste avant tout effectivement le quartier et donc par extension la ville de New York, effectivement. D'accord. Et ça vous vient de où cette fascination pour cette ville? De plusieurs c'est depuis l'enfance. Moi, c'est une ville qui m'a vraiment toujours passionné. Et puis, surtout aussi, New York a vraiment un côté universel. Donc, raconter une histoire à New York, c'est essayer de toucher le monde, ça touche le monde entier parce que tout le monde la connaît, surtout en Occident, on va dire. Mais cette ville qui s'est construite avec des vagues d'immigration successives comme ça, et avec une histoire qui se répète, avec la Grande Dépression. En fait, parler de New York dans les années 30, c'est parler de n'importe où dans le monde aujourd'hui. En fait, c'est juste un prisme à travers lequel je peux raconter des histoires contemporaines et aborder des sujets et des thèmes contemporains, en fait. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a encore d'autres histoires que vous avez dans vos cartons ou en tête qui se dérouleraient à New York, ou est-ce qu'on s'arrêtera sur une trilogie new-yorkaise pour
reprendre un peu ce qu'avait fait Paul Auster, par exemple. Oui, c'est ça, mais je fais ma propre. Mais j'irais peut-être jusqu'à une tétralogie ou même peut-être une pentalogie. En fait, j'ai deux autres histoires, dont une en fait, on en a discuté avec Dargo il n'y a pas très longtemps de ça. Pour l'instant, je vais faire une pause de New York et je vais me lancer dans un roman graphique sur une histoire qui se passera en Amérique du Nord encore, mais plutôt fin 19e, début 20e. Mais bon, pour l'instant, j'en dis pas plus et je reviendrai certainement après à New York où j'ai un scénario qui est prêt, toujours dans le New York des années 30, mais avec d'autres thématiques, d'autres personnages. D'accord. Et si j'ai bien compris, par le passé, vous faisiez des albums pour la jeunesse. Oui. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous aimeriez revenir ou c'est quelque chose que vous avez vraiment laissé de côté sans véritablement vous dire j'y reviendrai un jour? Je sais pas. Pour l'instant, non, je n'ai pas réfléchi. Je sais que j'ai une série justement de contes antillais que j'ai fait parce que j'habitais en Guadeloupe quelques années, qui est une série qui s'appelle Félix. Donc il y a Félix et le flamboyant bleu, Félix et la case hurlante et Félix et le roi crabe. Je sais que l'éditeur me demande un 4e opus, mais pour l'instant, j'ai pas de temps. Mon cycle new-yorkais me prend 200% de mon temps. Donc, j'ai malheureusement pas le temps de faire quelque chose en parallèle ou même m'arrêter. Comment dire, c'est une évolution. Moi, je calcule rien. Hein, j'ai pas de plan de carrière ou quoi que ce soit. C'est vraiment des opportunités, des rencontres qui font que je me lance dans tel ou tel sujet. J'ai eu la possibilité de faire Promise chez Glénat en 3 tomes avec un scénariste, Thierry Lamy, qui a fait que là, j'ai développé mon graphisme adulte, parce que c'était une histoire adulte. C'est la première fois que je me lançais là-dedans au niveau du dessin. Et puis comme j'ai vraiment pris plaisir à ça et à découvrir les joies de l'ancrage et de faire une histoire semi-réaliste avec un design comme l'est celui de Promise ou celui de Giant, et bien, j'ai vraiment de plaisir là-dedans. Et pour l'instant, je fonce là-dessus parce que c'est ce qui me donne le plus de satisfaction. Et puis au niveau de la narration bande dessinée, ben, j'apprends beaucoup plus. Depuis mon cycle new-yorkais, là, comment dire, à chaque album, je progresse et puis je prends plaisir maintenant à utiliser les codes de la bande dessinée pour me réinventer mes propres codes à moi et puis pour essayer de créer ma propre signature narrative et graphique en fait. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, le 2e tome, puisque l'histoire se déploie donc en 2 parties, Harlem, est prévu pour 2023, si j'ai bien lu. Oui, c'est ça. Je suis sur il est déjà bien avancé puisque j'ai commencé cet été après avoir fini. J'ai tout de suite enchaîné après avoir fini le tome 1 de Harlem. Donc oui, je le finirai cette année, donc il sortira l'année prochaine. Ouais. D'accord, donc c'était la question que j'allais vous poser pour terminer. Où en êtes-vous de la seconde partie? Parce que autant vous dire que quand on arrive à la fin de la première partie, on n'a qu'une envie, hein, forcément, c'est de se plonger tout de suite dans la suite. Donc il faudra faire preuve d'un peu de patience. Donc le 1er tome sort le 24 janvier en France. D'accord. Donc au moment où vous écoutez ce podcast, il est déjà disponible en librairie. Et puis on vous remercie beaucoup, Mickaël, de nous avoir accordé ce temps. On souhaite plein de bonnes choses pour ce 1er tome d'Harlem. Et puis, on aura plaisir peut-être à vous retrouver l'an prochain pour nous parler de cette seconde partie et de vos futurs projets. Avec plaisir. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Ainsi se termine ce 120e épisode consacré en grande partie au 1er tome de la série Harlem, épisode que l'on vous remercie d'avoir suivi avec intérêt jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram, lebulleur.podcast, pour y laisser vos réactions et vos commentaires et découvrir en images tous nos coups de cœur de cette quinzaine. Faites-nous connaître aussi autour de vous, en parlant de nous, non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes, d'Apple Podcast à Spotify en passant par YouTube. Rendez-vous le 14 février prochain pour découvrir en notre compagnie nos futurs coups de cœur parmi les sorties en bande dessinée dans le 121e épisode de votre podcast Le Bulleur.